Donc bonjour à tous, alors je m'appelle Raphaël Lasserie, je suis récemment docteur en physique théorique et du coup pour l'instant on a levé les yeux au ciel, on a regardé des très grandes structures et je vais vous parler d'un type légèrement différent de physique mais qui est toujours relié à de la cosmologie, à savoir le noyau atomique. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un noyau ? Alors un noyau, moi tel que je le vois, c'est un magnifique laboratoire naturel pour étudier la complexité. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le noyau, c'est l'un des rares systèmes élémentaires qui présente une telle complexité. D'abord, c'est un système quantique à n corps, donc il faudrait résoudre l'équation du mouvement de chacune des particules pour comprendre la dynamique du système, mais surtout, il a trois spécificités majeures. D'abord, c'est un système de taille finie. Ça induit pas mal de complexité. Enfin, c'est un système qui est soumis à 3 des 4 interactions fondamentales en même temps. Et donc, il faut être à même de les décrire correctement. Et surtout, c'est un système composite de fermions. Donc les fermions, ça va être les nucléons, les protons et les neutrons, mais les protons et les neutrons ne sont pas des particules élémentaires. Et donc le noyau est sensible à la dynamique des particules qui composent les protons et les neutrons, à savoir les quarks. Alors ces 3 points-là, ça a 2 conséquences majeures. La première, c'est une impossibilité actuelle d'un traitement analytique des noyaux. Autrement dit, on ne peut pas résoudre explicitement les équations du mouvement de ces particules-là. Mais la contrepartie, c'est que ça induit également une très grande richesse phénoménologique. Ça veut dire qu'on a énormément de phénomènes qu'on doit être à même de décrire si on veut pouvoir comprendre la physique nucléaire. Par exemple, pour en citer 2 principaux, la complexité en question engendre l'apparition de corrélations quantiques. Ces corrélations, elles se traduisent par le fait que les noyaux, contrairement à l'image d'Épinal qu'on en a usuellement, ce n'est pas un agencement sphérique et homogène de protons et de neutrons, mais ça va être des structures qui peuvent se déformer. Alors expérimentalement, on peut les mesurer en excitant certains noyaux, et théoriquement, on peut constater que les densités des noyaux peuvent présenter des déformations, comme ici pour l'uranium. D'autre part, comme pour beaucoup de systèmes fermioniques complexes, on va avoir émergence de superfluidité. La superfluidité, par exemple, dans les systèmes électroniques, quand on rafraîchit à très basse température les conducteurs, on va avoir présence de supraconductivité. On va pouvoir faire conduire l'électricité sans résistance. Dans les noyaux, c'est beaucoup plus complexe parce que, comme dans les systèmes électroniques, on va avoir la superfluidité à 2 corps, donc les nucléons vont s'apparier, vont former des paires qui vont justifier cette supraconductivité. Mais j'ai montré pendant ma thèse qu'il était fondamental également de pouvoir décrire une superfluidité à 4 corps. Et on va voir les impacts que ça va avoir. Alors typiquement, on va avoir soit formation de paires, soit formation de quartés. Ces quartés, ou ces paires, vont avoir une importance majeure pour la description de la structure nucléaire. Alors, on peut résoudre par des méthodes très complexes, qui d'ailleurs pendant ma thèse j'ai également fait appel à des méthodes inspirées par l'intelligence artificielle, on peut les résoudre et on remarque en brisant certaines symétries que les noyaux sont non seulement anisotropes, donc présentent des déformations, mais sont également profondément inhomogènes. Par exemple ici, c'est des configurations microscopiques de l'oxygène 16 qui peut au final se scinder en 4 particules d'hélium, toujours au sein des noyaux. Mais quel rapport avec l'astrophysique et la cosmologie? Alors je vais vous parler d'une marotte de physiciens théoriciens, c'est l'invariance de Lorentz. Alors l'invariance de Lorentz, c'est quelque chose, dans le cadre des modèles standards de la physique des particules et de la théorie en général, qu'on considère comme acquis. Mais est-ce que ce principe est forcément valide? Une conséquence immédiate d'une violation possible de ce principe, c'est que l'espace-temps deviendrait anisotrope. Autrement dit, si par exemple cette salle est orientée de cette façon-là, j'ai 5 minutes de présentation. Mais si la salle était orientée sur un angle différent, la façon de mesurer le temps devrait être différente. Autrement dit, ces anisotropies engendreraient des pathologies assez importantes d'un point de vue théorique. Alors comment vérifier si ce principe est violé ou pas? On peut utiliser par exemple une horloge atomique. Vous savez, c'est des systèmes quantiques extrêmement précis pour la mesure du temps et qui, si notre univers n'était pas invariant de Lorentz, quand on changerait l'orientation ou la vitesse de déplacement de l'horloge, aurait une fréquence qui change. Alors on peut faire courir des thésards partout avec des horloges atomiques, mais c'est pas très efficace. Alors des astrophysiciens ont eu l'idée d'utiliser la Terre comme moteur. Donc on accroche une horloge atomique à Paris et on fait une campagne de mesure en fonction du temps, puisque l'horloge pointera sur des différentes directions de l'espace. Donc ils ont fait ça à l'Observatoire de Paris, c'est une collaboration avec des astrophysiciens du CIRT, et en avril et en septembre, ils ont fait des campagnes de mesure. Et du coup, ils ont bien vérifié que l'invariance de Lorentz n'était pas brisée, mais avec une précision qui n'était pas particulièrement fantastique. Et pour la bonne raison que la description théorique de leurs horloges était purement électronique. On ne considérait que les effets de transition issus de la polarisation des électrons. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a
donner un petit peu de notre connaissance de la structure nucléaire de l'horloge au césium 133. Et justement, le césium 133 est un noyau qui est à la fois déformé et inhomogène. Donc là, c'est la densité de ce noyau dans l'espace intrinsèque. Par conséquent, quand on a ces mouvements de rotation planétaire, le principe de violation de Lorentz va changer en fonction du modèle nucléaire, et donc on a pu améliorer de 13 ordres de grandeur les contraintes sur la violation de Lorentz pour l'instant. Ce que je voulais dire ici, c'est que la physique nucléaire est un domaine très actif, avec des développements intrinsèques, mais également des applications interdisciplinaires fondamentales. Donc autrement dit, pour faire avancer la science, ne restons pas cantonnés à nos domaines précis, mais parlons justement à la fois avec des astrophysiciens, des cosmologistes, et dans notre cas, de la physique théorique. Merci.